Alors nous allons entrer dans le vif du sujet concernant finalement la contribution des émissions du transport aérien au changement climatique, hein, qu'on a intitulé une COP21 de l'aviation est-elle possible? Alors la COP21 est passée, comme vous le savez tous, et donc il ne faudra pas croire que pour autant le sujet soit abandonné, ni par les politiques, ni par les secteurs d'activité divers et variés qui sont concernés. Nous allons donc débattre de ce sujet avec Michael Gill, qui est directeur exécutif de l'ATAG, qui est donc, si je ne m'abuse, le Air Transport Action Group. Peut-être que vous pourrez nous dire en deux mots quel est l'objet de cette structure. Et monsieur Michel Wackenheim, qui est conseiller spécial auprès du PDG d'Airbus, mais qui est aussi, et ça va beaucoup nous apporter dans le cadre de cette discussion, l'ancien représentant permanent pour la France auprès de l'OACI, notamment donc, qui joue un rôle éminent sur ces sujets. Pour ma part, je suis donc Dominique Pialot, je suis journaliste à la Tribune et je suis particulièrement en charge des sujets énergie, climat. Et donc je vais en préambule faire un petit rappel très bref, parce que je pense que vous êtes tous relativement bien informés sur le sujet si vous êtes dans cette salle maintenant, de ce à quoi a consisté la COP21 et du lien qu'on peut faire entre COP21 et transport aérien. Donc la COP21, en fait, elle avait pour objectif, donc qui s'est tenue à Paris-Bourget au mois de décembre dernier, elle avait pour objectif de trouver une suite au protocole de Kyoto qui vient à échéance en 2020, ce qui était déjà l'objectif de la COP 2015, je pense, à Copenhague en 2009, qui malheureusement y avait échoué. Cette année, en fait, le processus a été inversé, le processus de négociation mené d'ailleurs par la France et notamment Laurent Fabius et ses équipes. La COP elle-même a été précédée d'engagements qu'ont pris pas tout à fait les 196 parties à la Convention, mais de mémoire 180 environ, sur leurs objectifs de limitation de hausse, de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment avec des échéances diverses et variées, donc des comparaisons un petit peu compliquées à faire, mais néanmoins beaucoup d'engagements ont été pris. Et ce qui a été entériné lors de la COP, c'est un consensus pour tenter de limiter la hausse des températures par rapport à l'ère pré-industrielle à 2 degrés. Je vous rappelle qu'on est quand même déjà presque à 1 de hausse, voire à la demande des États les plus vulnérables face au changement climatique, et notamment les îles et ce genre, ou le Bangladesh, enfin ce genre de pays, de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour la limiter à 1,5 degrés Celsius de hausse. Bon, ça, ce sont, on pourrait dire, un peu des vœux pieux, et d'ailleurs qui ne sont pas atteignables avec les seuls engagements pris en amont de la Convention. Il est question dans le texte de l'accord de Paris d'un pic des émissions dès que possible, puis dans la deuxième moitié du siècle de parvenir en fait à un équilibre entre le volume d'émissions et le retrait de carbone et d'autres gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, de l'atmosphère grâce à des puits de carbone que sont par exemple les forêts et peut-être d'autres technologies qu'on pourrait parvenir à développer de manière plus efficace dans les années à venir. Il est aussi question d'une révision des engagements pris par les différents États à un rythme de tous les 5 ans. Et également, je me permets de rappeler ça, c'est un certain consensus sur le fait que les 10 prochaines années seront quand même déterminantes, parce que, comme vous le savez, il y a une rémanence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui fait que il ne suffit pas d'arrêter dans 50 ans, ce sera bien trop tard. Alors, le lien avec le transport aérien, c'est que l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre des avions et par ailleurs des bateaux de marine marchande était inscrit dans les projets d'accord jusqu'à 3 jours ou 4 avant la signature l'adoption de l'accord de Paris. Et finalement, il en a été retiré et on va en discuter maintenant de pourquoi, si j'ai bien compris, ça vous semble tout à fait légitime. Il y a eu des engagements qui ont été pris par différentes structures de l'aviation civile ces dernières années, mais je vous laisserai y revenir dans le fil de la discussion. Je ne vais pas m'y attarder trop. Je rappelle seulement quand même que le gros enjeu par rapport
par rapport au transport aérien, c'est que certes, des efforts sont faits, que vous allez nous détailler pour réduire les émissions, et avec succès d'ailleurs dans les 15 dernières années par exemple, c'est assez flagrant. Réduire les émissions, ramener au nombre de passagers, mais comme le trafic aérien a une croissance extrêmement forte, en moyenne de 5% par an, qui nous conduit à un doublement du trafic tous les 15 ans, donc là en l'occurrence d'ici 2030, c'est un petit peu compliqué, de par les seuls progrès technologiques et organisationnels dont on va parler, de parvenir à contenir cette hausse des émissions. Et donc c'est tout l'objet en fait du débat que nous allons avoir maintenant. Alors, je vais d'abord vous demander, Michel Wackenheim, pourquoi, selon vous, il n'était pas possible d'inclure l'aviation dans la COP? Bonjour à tous, tout d'abord. Je ne sais pas si... Oui, ça marche? Oui. Donc, bon, la question comme ça, posée directement, a certainement pas de réponse complètement simple. Ce que je voudrais dire, c'est que dès le protocole de Kyoto, il y avait un sort particulier réservé à l'aviation et au maritime, mais pour, à mon avis, une raison très simple, c'est qu'il s'agit d'activités internationales. On parle d'aviation internationale et de transport maritime international, et l'allocation, la distribution des émissions de ces activités internationales entre les différents États est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je crois même que c'est une question qui n'a pas de réponse technique. Alors je vais, pour l'expliquer, illustrer simplement le cas d'un vol entre, mettons, un pays A en Europe, un pays B en Amérique du Nord, mais exploité par une compagnie aérienne d'un troisième pays, avec des avions immatriculés dans un quatrième pays et des passagers appartenant à tous les pays de la planète. Donc à qui devrait-on imputer ces émissions? C'est ça la question à laquelle à Kyoto ils n'ont pas répondu. Alors il y avait une mention dans le protocole de Kyoto qui disait, pour le maritime, je simplifie, mais pour le maritime et l'aérien, eh bien ce sont les organisations spécialisées des Nations Unies qui feront des propositions, qui ont la charge de faire les propositions. Donc, dans l'absolu, ça ne voulait pas dire que l'aérien et le maritime étaient exclus. Ça voulait dire simplement que c'était un peu plus complexe que pour des activités nationales. Et dans ce cas-là, on demandait à l'OACI, qui est quand même l'organisation des Nations Unies créée à cet effet, et ça marche comme depuis 72 ans maintenant, bientôt, de se coordonner, de trouver les solutions techniques, économiques, opérationnel pour traiter le cas de l'aviation. Donc le fait que ça ne soit pas dans l'accord de Paris ne peut pas être interprété comme une décision d'exclure l'aviation du système. C'est pas ça. Donc moi je crois que l'OACI est légitime pour les raisons que j'ai dites, parce que c'est une activité de réseau très imbriquée au niveau international, parce qu'il y a des espaces internationaux, on l'oublie souvent. Mais il n'y a pas que des espaces nationaux, il y a des espaces internationaux qui relèvent, qui sont attribués et gérés par l'OACI, qui en délèguent l'exploitation quotidienne à certains États. Mais ce sont des espaces internationaux. Alors à qui on va attribuer les émissions dans ces espaces internationaux? Donc c'est ça la question, et c'est bien la difficulté d'ailleurs qui se pose à l'OACI. On va revenir sur le détail, mais c'est ça. Donc ça me paraît assez simple la raison. Et c'est pas du tout l'objectif ou le résultat de quelconque lobby qui aurait essayé d'exclure l'aviation des efforts à faire. Très bien, merci pour ces explications. Michael Gill, quelle est la position en fait de l'industrie par rapport à ces thématiques? Comment est-ce que vous vous positionnez? Et rappelez-nous peut-être en quelques mots ce qu'est la TAG. Merci Dominique, bonjour à tous. Effectivement, l'industrie avait une position assez bien connue et assez claire sur cette question. Juste un mot sur l'organisation que je représente aujourd'hui. Le Air Transport Action Group, ATAG, est une coalition qui représente aussi bien les transporteurs aériens que les aéroports, les services de navigation, de gestion de l'espace aérien et la plupart des grands constructeurs aéronautiques mondiaux. Donc moi je suis ravi de partager
ce plateau avec le représentant d'Airbus. Et c'est important de le souligner parce que beaucoup de notre discussion aujourd'hui va souligner le fait que la position de l'industrie est une position commune de tout le secteur. Donc je ne parle pas uniquement pour les transporteurs, je parle au nom de tout le secteur, et c'est important de le souligner parce que tout le secteur est concerné et tout le secteur va apporter les améliorations, sa pierre à l'édifice. Sur la question de la COP, nous étions bien sûr tout à fait d'accord avec l'approche qui a été décidée par les États dans l'accord de Paris. Comme l'a souligné Michel Wackenheim, l'approche de la COP ne convient pas au secteur de l'aviation où effectivement il est impossible d'attribuer des émissions émanant de l'aviation à un seul pays. Et donc, ayant suivi les débats de la COP depuis Copenhague jusqu'à Paris, et je pense qu'on va continuer à les suivre, nous étions tout à fait d'accord avec l'approche qui a été décidée. Juste un mot, et puis je pense que ça va nous lancer sur le débat à venir. Ce qui a été décidé à Paris, quand même, nous encourage beaucoup, nous donne beaucoup de confiance dans le processus international qu'on espère va nous apporter notre propre accord international propre à l'aviation sous l'égide de l'OACI. Oui, parce que, alors, je voulais vous faire réagir sur un point alors, qui, encore une fois, n'est pas une surprise pour qui que ce soit dans cette pièce aujourd'hui, j'imagine, mais contrairement à d'autres secteurs d'activité pour lesquels les enjeux sont parfois contradictoires et il faut se livrer à des arbitrages pas toujours simples, dans le transport aérien, dans le secteur en général, il y a une forte corrélation entre les émissions et les coûts que représente en fait le carburant dans l'activité, puisque c'est une part importante des coûts directs. Vous allez peut-être nous préciser combien. Et donc il y a une vraie motivation économique, indépendamment de toute considération climat, environnementale, pour le secteur à essayer d'améliorer ses performances environnementales de ce point de vue-là. Qu'est-ce que ça représente en fait le carburant aujourd'hui en moyenne, et du coup, est-ce que une période durable, si elle s'avérait durable, de prix bas du pétrole et donc du kérosène, est-ce que c'est de nature à freiner en fait les efforts qui ont déjà été entamés, que vous allez nous détailler plus tard? Déjà, il n'y a pas un prix du carburant pour l'industrie qui s'applique à l'échelle mondiale. Vous parlerez à différentes compagnies aériennes dans différentes régions, le prix n'est pas le même. Mais je pense qu'on peut se baser sur un prix moyen d'à peu près le tiers des coûts opérationnels d'un transporteur aérien. C'est énorme quand même. Effectivement, c'est un coût très important. Mais moi, je dirais que ça n'influe pas sur les décisions à long terme des CEO des compagnies en matière environnementale. Il y a deux raisons. D'abord, le prix est par nature volatile, donc on est dans une période où le prix est bas, mais on aura forcément des périodes où le prix sera beaucoup plus élevé, on ne sait pas quand, mais on ne peut pas baser sa stratégie environnementale sur une situation qui est aussi volatile. La deuxième raison, c'est que au niveau de l'industrie, on en parlera, je pense, on a pris des engagements fermes pour s'adresser à notre impact environnemental. Il faut qu'on les atteigne, on va le faire, on n'a pas le choix. Et donc je pense que pour pouvoir continuer à se développer d'une manière responsable, on est obligé de poursuivre l'action, le plan d'action climat qu'on a entrepris. Et donc, on ne va pas prendre des décisions à court terme uniquement sur la base des coûts opérationnels d'un transporteur aérien. D'accord. Oui, monsieur Wackenheim. Néanmoins, en ce qui concerne les industriels, le souci de la consommation de carburant est quand même un souci très ancien et lié simplement au fait que on cherche à vendre les meilleurs avions, les avions les plus performants dans tous les aspects de leur opération, c'est-à-dire économique, technique, environnementale. Et la diminution de la consommation de carburant est pratiquement aussi ancienne que la construction aéronautique d'avions à réaction.
Enfin, on cite ce chiffre, mais qui est quand même très parlant, c'est que depuis le début de l'aviation à réaction, on a diminué au passager kilomètre la consommation d'un facteur 5. Donc on consomme aujourd'hui quasiment 5 fois moins de carburant au passager kilomètre qu'il y a 60 ans. Et un très gros avion, je dirais, de transport, consomme 3 litres au 100 km. C'est moins qu'une voiture dans laquelle il y a un seul passager. Donc on voit bien par passager. Par passager. Bon, donc il y a quand même ces efforts permanents. On reviendra peut-être sur les aspects technologiques, mais ça fait partie quand même. Il y a un incitatif naturel, mais comme l'a dit Michael, c'est pas le principal souci. Il y en a d'autres. Il y a d'autres soucis, mais celui-ci, pour l'industrie, est quand même un critère de qualité. Et alors précisément, est-ce que vous pourriez, Michael, nous faire un petit résumé des principaux engagements qui ont déjà été pris? Alors certains par IATA, certains, enfin personnellement j'ai oublié les détails, mais je sais qu'il y a déjà des engagements avec des échéances très claires. Donc à quoi s'est engagée la profession finalement aujourd'hui? Qu'est-ce qui est déjà fait? Donc en 2008, il y a 3 engagements pris par IATA au nom des compagnies aériennes mondiales et qui a été repris en 2009 par mon organisation, par la ATAG, au nom de toute l'industrie. Donc pour résumer les 3 engagements, à court terme, c'est d'améliorer l'efficience carburant en moyenne de 1,5% par an de 2009 jusqu'en 2020. Deuxième objectif, à partir de 2020, de stabiliser les émissions CO2 à leur niveau de 2020. C'est le fameux concept de Carbon Neutral Growth 2020, CNG 2020. Et puis, à long terme, de diviser en 2 nos émissions CO2 en 2050 par rapport à leur niveau de 2005. 2005, c'est-à-dire l'année où, au niveau de l'industrie, on a commencé à regarder cette question. Mais toutes les émissions là dont vous parlez, neutralité et divisé par 2, on parle d'émissions nettes en fait. Tout à fait. Pas des. Donc on va revenir sur ce point. Quels sont donc aujourd'hui les 1,5% annuels, ça fonctionne? C'est un engagement qui est tenu d'efficience carburant? Nous n'avons pas les chiffres pour 2015, mais en 2014, on était à un niveau de 2,4%, en 2013, 2,9%, et si on regarde depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à obtenir un taux d'amélioration de 13%. Donc on atteint cet objectif de loin. Et alors, quelles sont les principales pistes qui sont poursuivies pour parvenir à ces résultats qui sont quand même assez impressionnants? On se dirait presque que c'est facile finalement. Vu les chiffres que vous annoncez, vous dépassez en fait les objectifs, les engagements que vous aviez pris. Sachant que l'objectif à court terme, c'était de regarder par année en année, d'améliorer de 1,5%. Donc on ne regarde pas forcément le montant total, mais je pense que c'est quand même intéressant de logique de progrès continu. voir. Quelles sont des pistes? Comme tout le monde le sait, je pense, on a mis en place une stratégie à 4 piliers pour atteindre ces objectifs, basés sur des nouvelles technologies, les modes opérationnels, les mesures d'infrastructure, c'est-à-dire la gestion de l'espace aérien, et la mise en place d'une mesure économique au niveau de la CIE, au niveau global. Et donc, c'est par ces 4 pistes, c'est un panier de mesures, si vous voulez, qui vont nous aider à atteindre ces objectifs. Ce que vous appelez mesures technologiques, c'est l'amélioration des moteurs, essentiellement? Pas seulement. Je peux oui, je vous en prie, prendre monsieur le relais. Oui. Bien que je ne suis pas forcément le plus compétent, il y a des experts en matière d'innovation, mais c'est assez simple. Pour diminuer la consommation de carburant, il y a d'une part améliorer la performance des moteurs, ça c'est effectivement les motoristes qui s'en occupent, et il y a l'utilisation de nouveaux matériaux dans les moteurs, etc., de nouvelles technologies. Il y a au niveau de la cellule proprement dite, améliorer l'aérodynamique.
plus on diminue la résistance à l'air, moins on consomme de carburant. C'est vrai dans tous les véhicules qui se déplacent. Et là, les constructeurs d'avions font des efforts en matière d'aérodynamique. Enfin, je citerai juste d'abord l'insertion, les questions de forme générale de l'avion. La forme idéale étant celle d'un œuf, hein, mais on n'en est pas là. Mais l'insertion des ailes... c'est pas celle d'un oiseau. Non, mais c'est une vraie question. L'oiseau a la forme d'un œuf. Le corps de l'oiseau. Ah oui, exact. C'est ce qui présente le moins de résistance à l'air. Il faut s'inspirer de la nature. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et bon, il y a des dispositifs pour réduire les traînées à certains endroits, notamment au bout d'aile. Donc on a ces fameux... alors on les appelle ailets, winglets, sharklets, peu importe, mais c'est ces petits relèvements du bout d'aile. On a également une autre façon de réduire la consommation de carburant, c'est d'alléger l'avion. Oui. Moins c'est lourd, moins ça consomme. Donc utilisation de nouveaux matériaux, de matériaux composites et de nouvelles technologies comme ce qu'on appelle la technologie 3D printing, qui consiste à diminuer le nombre la quantité de matière tout en ayant c'est utilisé déjà dans l'aviation. Oui, c'est utilisé dans l'aviation. L'impression additive. Oui, voilà, l'impression additive en bon français, c'est ça. Oui. Et il y a également en matière de poids l'utilisation de nouveaux alliages. Bon, il y a des recherches permanentes. L'industrie dépense chaque année pratiquement 10% de ses coûts d'exploitation en recherche. Et là-dessus, les trois quarts ont des impacts positifs sur l'environnement, donc sur la consommation de carburant en particulier. Et puis, il y a aussi l'idée d'utiliser davantage, enfin, il y a une meilleure gestion de l'énergie à bord, donc utilisation de dispositifs électriques. Et je titrerai là-dessus les mécanismes associés au train d'atterrissage qui permettent le roulage sans faire fonctionner les moteurs, donc sur les driving en bon français. Taxi driving, cette fois-ci, c'est vous qui me le dites. Oui. Et par exemple, ce dispositif, on estime qu'il fait économiser 4% de consommation de carburant. Donc il y a de multiples orientations, directions de recherche, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque nouvel avion qui sort, quel que soit d'ailleurs le producteur, mais je citerai seulement Airbus, présente des améliorations de consommation de l'ordre de 20 à 25%. Donc on est par exemple à 350, moins 25% d'émissions par rapport à la génération équivalente précédente. Donc il y a bien cette évolution permanente qui fait qu'au fur et à mesure que la flotte va se moderniser, il y aura un effet, c'est ces fameux 1,5% ou 2% dont on parlait tout de suite, qui sont quand même assurés. Bon, je dis pas que je m'engage pas sur un chiffre, mais il est assuré qu'il y aura toujours des progrès pendant un grand nombre d'années, avant d'avoir des ruptures technologiques, mais qu'on ne voit pas arriver avant 2050. Donc là, on est dans des horizons où on garde globalement les mêmes technologies. Quand on entend ces chiffres, cette amélioration que vous décrivez, on se dit que les normes qui ont été adoptées récemment en février, alors là non plus, il faut que vous me rappeliez par qui, dans quel contexte, mais en tout cas pour les avions qui vont être construits à partir de 2020 pour les nouveaux modèles, si je me souviens bien, à 2023. Est-ce que finalement c'est vraiment contraignant ces nouvelles normes? Vous y êtes quasiment déjà Non, on n'y est pas. Enfin, on n'y est pas déjà parce que c'est une. Vous êtes sur cette tendance. Oublions pas une chose, chose, c'est que les avions qu'on vend sont faits pour voler 30 ou 40 ans. Oui, précisément. Oui. Donc il y a une évolution qui est assez lente au niveau de la modernisation, ne serait-ce que par la durée de vie des avions. Les normes qui ont été adoptées, et avec après des discussions, des négociations extrêmement difficiles, sont le maximum du maximum de ce qu'on peut faire aujourd'hui, sans retarder la sortie des nouvelles technologies. Parce que ce qu'on oublie peut-être, c'est que si on place les normes à un niveau trop élevé, la réaction de l'industrie sera de retarder la sortie des nouveaux avions jusqu'à ce qu'on puisse atteindre les normes. Voilà. Donc il vaut mieux avoir des avions qui respectent ces normes-là à partir de 2020-2023 et moderniser finalement la flotte plus rapidement, plutôt que d'attendre 10 ans de plus pour avoir
des performances qui sont aujourd'hui... Parce que pendant ce temps-là, c'est les vieux avions qui continuent de voler et qui sont plus émetteurs. En fait. Aujourd'hui, on estime que si on remplaçait tous les avions anciens ou je dirais d'avant-dernière génération par les avions de dernière génération, instantanément, l'émission de CO2 diminuerait de 30%. C'est-à-dire qu'il y a encore de la réserve aussi au niveau de la modernisation. Mais ça, économiquement, c'est pas possible. Et même peut-être industriellement. Économiquement, c'est pas possible. Michael, on ne peut pas éliminer de la flotte des avions qui ont moins de 30 ou 40 ans. Mais enfin, ça varie selon les types d'avions et les compagnies aériennes. Mais oui, raison pour laquelle on a mis en place cet engagement à long terme, parce qu'il faut quand même avoir une vision à long terme qui prend en considération la réalité économique du milieu. Mais alors justement, ça m'amène à vous poser une question qui permet, une piste qui permet d'abaisser les émissions de l'aviation avec les avions existants qui sont les biocarburants. Parce que les biocarburants, corrigez-moi si je me trompe, mais on n'a pas besoin de modifier les moteurs pour utiliser des biocarburants qui ont un potentiel de réduction des émissions très fort. Mais alors il y a eu beaucoup de vols qui ont expérimentaux, même commerciaux, je pense, qui ont été faits avec une partie de l'alimentation en biocarburant. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment miser sur un développement rapide des biocarburants à court-moyen terme? Ça ne semble pas être tout à fait le cas. Quel est le frein en fait? Déjà, nous on aime bien parler plutôt de carburants alternatifs durables plutôt que de parler des biocarburants, parce que je pense que biocarburant a une connotation un peu négative dans le sens où c'est des carburants qui peuvent faire concurrence à l'usage alimentaire. Donc si on parle des carburants alternatifs, effectivement on est dans une situation de cercle vicieux. Le prix est trop élevé, donc les transporteurs n'achètent pas, il n'y a pas assez de demande, donc il n'y a pas de production, donc le prix reste trop élevé. Et la question, comme vous le dites, est comment on peut rompre ce cercle vicieux. Comme vous l'avez dit à juste titre, ce n'est plus un problème technique. On a eu plus de 2000 vols commerciaux, pas expérimentaux, des vols commerciaux, y compris par Air France, jusqu'à aujourd'hui. On espère à la fin de 2016 qu'on aura plus de 5000 vols commerciaux utilisant ce type de carburant. Quel est l'objectif de multiplier les vols commerciaux? Quand on en est au vol commercial, c'est plus pour valider la technologie. Je pense qu'on ne prendrait pas ce risque avec un vol commercial. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi vous voulez... C'est certaines compagnies qui ont pris la décision que malgré le coût, pas forcément plus élevé de temps en temps, en certains cas, ça dépend encore une fois de la région, ça dépend encore une fois du type de carburant. Le prix n'est pas forcément beaucoup plus élevé, surtout pour certaines compagnies qui ont pris des engagements à très long terme avec les fournisseurs, et je pense notamment à United avec son fournisseur Fulcrum aux États-Unis. Et donc c'est une décision qui est basée sur beaucoup d'éléments, mais je pense qu'à l'impact environnemental, l'idée de créer ce marché, d'essayer de créer cette demande pèse beaucoup dans la balance pour les transporteurs qui ont pris ces engagements à long terme. Parce que quel est le potentiel de réduction est-ce qu'on pourrait techniquement envisager 100% de carburant alternatif dans un avion aujourd'hui, techniquement? Aujourd'hui, non, Michel, pardon. Je pense qu'on ne peut pas le dire. Je dis pas non, je dis pas oui, je dis on l'a pas testé. On l'a pas essayé, mais quand même, tous les essais qui ont été faits sont encourageants. On va jusqu'à 50%, sans difficulté. Et quelles sont les réductions qu'on obtient avec 50% déjà? Alors, ça dépend peut-être des types de carburant. Je ne vais pas trop m'avancer parce qu'il y a des polémiques sur les histoires d'analyse sur le taux de conversion en quelque sorte entre carburant classique et carburant alternatif. Je dirais c'est entre 30 et 50, peut-être 30%, 40% dans le meilleur des cas. C'est déjà pas mal quand même. On n'est pas dans c'est pas zéro quoi. Oui, bien sûr. Un carburant alternatif, c'est un carburant, c'est du kérosène. Alors c'est quoi d'ailleurs? C'est dans le cycle de fabrication. Quelles sont les principales? Donc vous voulez pas qu'on parle de biocarburant, donc j'imagine que c'est jamais des choses qui pourraient être en concurrence avec l'alimentation justement. Mais qu'est-ce que c'est comme type de biocarburant alternatif? C'est quoi? On a des microalgues. Il y a ça.
Ouais. Ça peut être des déchets urbains, des déchets agricoles, ça peut être de l'huile de cuisine utilisée. Enfin, il y a tout un tas de sources possibles. Et tout ça, ça reste trop cher aujourd'hui, quelles que soient les sources. Parce que l'huile usagée de cuisine, on se demande pourquoi c'est cher, honnêtement. Trop cher, je ne sais pas. Enfin, peut-être la logistique. Plus cher dans certains cas, mais bon, ouais. effectivement, si on regarde dans certains cas, et j'ai parlé de United à Los Angeles, il y a aussi l'aéroport d'Oslo qui aujourd'hui utilise des carburants alternatifs dans des vols quotidiens. Le prix, ça fait partie des éléments à prendre en considération. Alors, sur ces questions, moi, sans vouloir être provocateur, mais je crois qu'il y a aussi une question de volonté des États. Politique. Une volonté politique de développer les biocarburants pour l'aviation. Aujourd'hui, on a une attitude, une approche des biocarburants aux États-Unis qui est bien différente de l'approche européenne. Oui. Aux États-Unis, il y a vraiment une politique définie avec des objectifs de production. Pourtant, le lobby pétrolier aux États-Unis, je pense qu'il est largement aussi fort qu'en Europe. Oui, mais peut-être que lui-même s'est emparé oui. du sujet. Et en Europe, on a des préventions qui sont liées à la performance, à l'intégrité environnementale des carburants, qui sont effectivement en première génération, pas forcément des performances complètement satisfaisantes. Oui, parce il y a d'autres générations de carburants qui vont venir. Si on prend tout le cycle de vie en fait oui, voilà, c'est compliqué de rentrer dans les détails, mais effectivement c'est sujet à pas mal de polémiques pour la première génération. Mais oui, voilà. Après il viendra la deuxième génération, ensuite d'autres. De toute façon, je crois qu'il y a quand même une diminution des émissions à attendre des biocarburants, et ce serait dommage que l'Europe, puisque ici on est en Europe, prenne du retard par rapport aux États-Unis ou à d'autres régions du monde, parce qu'il y a même bientôt d'autres pays qui ont des politiques de biocarburants. Ouais. Et donc, il faudrait peut-être avoir un peu plus de pragmatisme dans l'approche, régler la question de l'infrastructure et des coûts. Et là, ça ne peut pas se faire sans des politiques publiques volontaristes. Les Américains le feront. Alors, peut-être qu'un de ces jours, les compagnies européennes achèteront du biocarburant aux États-Unis. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui. C'est pas le sujet de l'OACI. C'est évoqué à l'OACI, mais c'est pas le sujet de l'OACI. C'est pas un sujet qui est très très coordonné au niveau mondial. Chaque région, chaque État a sa politique. Oui, parce que les biocarburants, outre le fait qu'ils ne nécessitent pas de changer les moteurs, ils ne nécessitent pas non plus d'infrastructures spécifiques dans les aéroports, ce qui est quand même un gros avantage aussi. Oui, mais il faut l'infrastructure de distribution. Bien sûr, oui, bien sûr. Et les capacités de production quand même. Et surtout les capacités de production. Au fameux cercle vicieux. Alors, il y a un mécanisme qu'on a à peine effleuré tout à l'heure, dont on va parler un peu plus maintenant, qui est la fameuse 4e piste sur laquelle vous fondez vos espoirs pour la réduction des émissions, qui est, alors on dit MBM, c'est Market Based Mechanism, j'imagine. Donc en quoi est-ce que ça consiste, d'où ça sort et où est-ce qu'on en est dans le processus? Alors peut-être d'abord je vais vous demander à vous, parce que c'est quand même chez vous, entre guillemets, anciennement chez vous, que ça se passe. Enfin, en tout cas, c'est vraiment issu des travaux de l'OACI. Ouais. Donc, en quoi ça consiste, ce mécanisme? Michael Hill a expliqué tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de mesures techniques, technologiques, etc., biocarburants. Puis, au bout du compte, la différence par rapport à l'objectif affiché de Carbon Neutral Growth reste positive aujourd'hui et pour un certain temps. Et donc l'idée, du trafic, voilà, puisque le trafic croît autour de 5%, quelquefois plus, et que l'efficacité énergétique, elle, est plutôt limitée à 1,5 ou 2%. Donc il reste un gap, et ce gap, l'OACI propose, enfin les États de l'OACI proposent de le combler par des mesures qu'on appelle de compensation. Autrement dit, les compagnies aériennes qui émettront du CO2, des tonnes de CO2 au-delà du niveau de 2020, eh bien, rachèteraient en quelque sorte des crédits carbone dans d'autres secteurs pour compenser leurs émissions, les émissions au-dessus de l'objectif. Ça représente, cet objectif
carbone neutral gross, en 2020, ça représente rien, mais quand on est en 2040, ça représente beaucoup. On est dans les, on va être dans les entre 600. Alors, les experts sont partagés, mais on dit 600 millions et 1 milliard 200 millions de tonnes. Disons 1 milliard. On approchera le milliard de tonnes de carburant, de CO2 à compenser. Alors, quand vous prenez le prix à, mettons, 30 $, eh bien, vous avez 30 milliards. Alors, pour mémoire, l'industrie, le transport aérien, et ça, Michael pourrait peut-être le confirmer, a fait un excédent de 25 milliards l'année dernière. Donc, 30 milliards en compensation des émissions de CO2 à cet horizon-là, c'est quand même quelque chose de très important et de significatif pour l'industrie du transport aérien. Comme moi, je ne suis pas compagnie aérienne, je suis neutre, en fait, dans cette affirmation. Donc, alors, le mécanisme, eh bien, il a petit à petit, les choses ont évolué au fur et à mesure des assemblées successives de l'OACI. Et aujourd'hui, il y a une proposition sur la table qui a été faite par le président du Conseil, puisque c'est à lui qu'incombe la charge de faire cette proposition. Elle consiste, comme je le disais, à compenser les émissions au-dessus du niveau objectif de 2020. Alors après, il y a le lien avec l'accord de Paris et la COP21. Parce que, à la limite, dans le système OACI et le système de la Convention cadre sont presque, sont orthogonaux, je dirais. Ils ne sont pas opposés, mais ils sont orthogonaux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est top-down et l'autre bottom-up. À Paris, c'est un accord qui est fondé sur le volontariat des États. Les États déclarent eux-mêmes volontairement leurs objectifs de réduction des émissions de CO2. Dans le transport aérien, on ne peut pas se permettre de laisser au choix de chacun. Ça, c'était cette année, mais c'était relativement nouveau quand même. C'était nouveau. Volontaires. Ah ben ça, c'est tout l'aspect positif de l'accord de Paris. Hein. Mais au niveau d'un secteur d'activité comme le transport aérien, on ne peut pas imaginer que certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. C'est un secteur qui est en concurrence très très forte sur les marchés internationaux. Et donc, il faut un minimum de règles d'encadrement. Et c'est là que l'OACI peut apporte sa plus-value en définissant le mécanisme, comment ça pourrait marcher. Alors, pour tenir compte de l'aspect CBDR, de responsabilité commune mais différenciée, l'OACI propose... Qui est aussi dans les COP. Qui est dans l'accord de... Voilà, qui est dans l'accord de Paris. C'est ça le lien, c'est là où se situe le lien. Eh bien, on fait une distinction entre des États à faible développement, à très faible développement économique ou à très faible développement de transport aérien. Et donc il y aurait des groupes d'États qui participeraient, qui seraient dans le système, et d'autres qui seraient temporairement ou définitivement à l'extérieur du système, et seraient concernées les routes reliant les pays qui sont dans le système. Donc on voit c'est un peu comme l'annexe 1 et l'annexe 2 du protocole de Kyoto. Il y a un peu d'inspiration, ouais. Il y a de l'inspiration là-dessus. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut s'assurer que la couverture du système est suffisante. C'est bien ça le débat aujourd'hui. C'est est-ce que cette proposition est satisfaisante au plan de la couverture de l'ensemble, puisqu'il y aura des États exonérés, il y aura des États qui ne seront pas immédiatement dans le système. L'OACI essaie de faire le maximum pour que cette couverture soit la plus importante, la plus élevée possible. On est entre 85 et 90% aujourd'hui, dans l'état actuel des discussions. Et puis il y a un autre aspect des choses qui est également important, c'est que pour respecter la non-discrimination entre transporteurs aériens sur une même route, il faut que tout le monde soit traité de la même façon. Donc alors, la proposition d'allocation entre compagnies aériennes qui est faite par le président de l'OACI est une proposition de péréquation totale, c'est-à-dire que tout le monde compenserait le même pourcentage d'émissions qu'il aurait à compenser sur ces routes-là. Le même pourcentage, c'est-à-dire la moyenne. On calcule la moyenne générale ramenée au trafic et on dit tout le monde paye la même part.
Alors il y a des États qui disent non, c'est pas tout à fait normal, parce que nous, on croît moins vite, par exemple dans les pays développés, et en Amérique du Nord, on voudrait qu'il soit pris en compte la part individuelle, la performance individuelle des compagnies aériennes. Donc là aussi, c'est un sujet de discussion. Ils croissent moins vite, mais ils ont beaucoup plus contribué aux problèmes d'aujourd'hui. D'où la difficulté de la discussion. Donc voilà, les deux points importants, c'est qui sont les États qui seront dans le système et comment on alloue ces émissions, ce gros bloc là d'émissions de tonnes de CO2 à compenser entre les transporteurs aériens. Les discussions sont en cours, ça continue. Le Conseil de l'OACI va encore se réunir au mois d'août. Il y a des différentes réunions entre les États et tout ça va nous conduire à l'Assemblée du mois de septembre. Donc en septembre, on devrait en savoir plus là-dessus. Ah oui. Mais moi j'ai une question sur d'où ils vont sortir ces crédits. C'est un marché qui existe déjà. Vous allez créer un marché parce que ça ressemble un peu aux mécanismes de développement propre qui n'ont pas vraiment fait la preuve de leur efficacité. Bon, pour des raisons diverses et variées, on peut tirer des enseignements des éventuels échecs entre guillemets passés, mais parce que ça représente beaucoup de crédits quand même potentiellement. Donc d'où sortent ces crédits finalement, enfin, pour le moment, c'est aussi un sujet à discussion. Oui, alors j'ai pas tout dit parce que c'est un document qui est quand même assez long. Oui, et puis je voudrais qu'on laisse un peu de questions. Il y a deux autres choses qui sont importantes. C'est ce qu'on appelle le système de monitoring, de surveillance, de contrôle, et de reporting. C'est-à-dire comment on gère tout ce système de remontée d'informations, d'allocation, etc. et surtout son intégrité. Et puis l'autre aspect, c'est les critères que doivent respecter les crédits carbone utilisés par l'aviation. Ce sont des sujets qui sont effectivement discutés au sein des groupes d'experts et il y a des propositions qui vont certainement aller assez loin au moment de l'Assemblée. Mais tout n'est pas défini, faut pas s'attendre, soyons clairs, on va s'attendre le 7 octobre à ce que le système soit livré clé en main. Il y aura encore beaucoup de travail derrière. Et là, tous les acteurs y participeront. Peut-être un dernier mot, Michael Gill, sur ce mécanisme. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Vous pensez que c'est une bonne piste? Vous avez des idées sur la manière dont il faudrait le mettre en place? Et ensuite, je voudrais qu'on puisse écouter les questions de la salle, le cas échéant. Je dirais, c'est pas uniquement une bonne piste, c'est une piste qui est absolument nécessaire, comme l'a dit Michel, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, pour être crédibles, pour continuer à se développer. Le développement du MBM au niveau de l'OACI est primordial. Donc c'est pour ça qu'on met tout notre cœur dans les négociations qui sont en cours. Sur les deux questions qui ont été mentionnées, ça c'est vraiment des questions politiques qui sont très sensibles. Nous on croit qu'il faut laisser au gouvernement la liberté et le temps de pouvoir négocier des solutions entre eux. Pour l'industrie, ce qui était le plus important, c'est d'avoir la certitude en octobre du cadre du système, qu'on puisse commencer à mettre en place les systèmes, les procédures pour pouvoir ensuite satisfaire à nos obligations du régime qui entrera en vigueur en 2020, c'est-à-dire demain. Oui, comme vous dites. Donc, on attend donc le 7 octobre un peu plus d'informations sur le sujet. En attendant, est-ce que vous avez les uns les autres des questions pour ces messieurs? Des précisions, Oui, monsieur. Merci de vous présenter brièvement avant de poser votre question. Bonjour, Hervé Fluto. Je voulais revenir sur le sujet innovation, qui est le sujet un petit peu de ce forum cette année. Et peut-être vous pouvez commenter, notamment du point de vue Airbus, sur l'impact que les notions environnementales ont sur les cycles de produits, l'accélération des cycles de produits, de mise en œuvre des nouveaux produits sur le marché. Et est-ce que vous voyez ça dans le style automobile où il y a des nouveaux produits qui sortent beaucoup plus souvent et qui apportent des performances et des réductions d'émissions beaucoup plus importantes que jusqu'à présent? Oui, votre question, c'est est-ce qu'on va les introduire rapidement ou est-ce qu'on va retarder tout ce qui est possible? Non, je ne pense pas personne n'a intérêt à retarder. Donc, c'est au fur et à mesure de l'apparition des nouveaux programmes. On ne sort pas un nouveau programme tous les ans. Hein.
Il n'y aura pas. Aujourd'hui, les programmes qui sortent sont des programmes qui prolongent les programmes existants. 380, 350, etc. 320. Et donc, les vrais nouveaux programmes, faut à mon avis attendre 10 ans. Ouais. Mais ça n'empêche pas, entre-temps, donc, sans attendre les grandes ruptures, d'améliorer au fur et à mesure. Donc, ma réponse, c'est quand même plutôt au fur et à mesure de la disponibilité. Mais il n'y a pas que la technologie, la nouvelle technologie, une fois identifiée, il faut la mettre en œuvre, il faut l'industrialiser, ça prend quelques temps, mais je crois qu'il n'y a aucun intérêt pour l'industrie à retarder. C'est vraiment... Pour rester sur ce sujet innovation, qu'est-ce qu'on peut imaginer si on joue un peu les professeurs tournesol, d'où pourraient venir des innovations de rupture? Je ne vous demande pas de vous engager sur des choses qui... Oui, mais en plus je ne suis pas le professeur tournesol. Non, donc, pas vous. J'espère qu'il y en a qui... Mais... Non, mais qu'est-ce qui serait vraiment, qui changerait radicalement la donne du point de vue des émissions? Bon, il y a des éléments là qui sont sur lesquels on travaille, c'est l'aspect aérodynamique. Hein. Plus on fera de progrès sur la diminution des traînées, la forme générale de l'avion, plus on réduira les émissions. Mais on n'est pas dans la rupture, on est dans l'évolution. La rupture, ça, il faut lire les journaux, c'est vraiment très très long terme. Oui. Et il y a un point dont on n'a pas parlé, qui n'est pas forcément, qui n'est pas de la technologie, encore moins de l'innovation de rupture, c'est tout ce qui est réorganisation des plans de vol, etc., qui a quand même aussi un rôle à jouer. Peut-être si vous voulez rajouter un petit mot là-dessus. Effectivement, et ça fait partie de notre stratégie, de notre troisième pilier. Les transporteurs utilisent beaucoup de carburant à devoir voler par les plans de vol qui ne sont pas directs, respectant des frontières nationales, respectant des espèces militaires et d'autres raisons de ce genre. On a un problème en Europe avec un espace aérien qui est très occupé. C'est pas un problème uniquement européen, hein. On voit la même chose dans d'autres régions du monde. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une approche réglementaire au niveau des gouvernements, ici en Europe, au niveau européen, pour améliorer la situation. Et je pense qu'il faut de la volonté politique de la part des États. On a un cadre qui existe et il faut la mettre en place, et c'est la volonté politique qui manque. Et donc, là, c'est une solution qui pourrait être assez immédiate. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des projets, il y a des programmes actuellement. Bien sûr. À l'échelle européenne, en tout cas, oui. Je crois que les questions sont finalement beaucoup moins techniques que politico-sociales. Hein. Ouais. Donc, bon. C'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut travailler le plus. Et ça, la France, là-dedans, joue un rôle évidemment central, puisque c'est le carrefour des routes. Géographiquement, il y a une grande part. La France est le premier pays survolé en Europe en termes d'unité de trafic. Donc, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir au niveau des émissions. C'est-à-dire que ça donne à la France une responsabilité. Hein. Et il serait effectivement souhaitable, mais il faut choisir le bon moment. Mais il serait souhaitable de faire des avancées quand même, sur l'organisation et sur la façon de travailler avec les pays limitrophes. J'ai entendu récemment, c'était une boutade, mais je sais pas si c'était la radio ou quelque part. Il y a des gens qui ont proposé qu'en cas de conflit social dans la navigation aérienne en France, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Le contrôle aérien soit effectué par les pays limitrophes. Alors, je dirais oui, c'est techniquement faisable, hein, ouais. Mais je ne crois pas que ça soit politiquement très facile à mettre en œuvre. Il vaudrait mieux faire avancer la réflexion sur le ciel unique européen. Oui, c'est compliqué. Au niveau bruxellois, je pense que les autorités devraient aussi s'interroger sur les difficultés, sur les raisons des retards et peut-être faire preuve aussi d'innovation dans la proposition. Oui, car l'innovation n'est pas uniquement technologique, c'est bien connu.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on nous a des questions, mais c'est terrible, on a dépassé de 2 minutes 30 notre... Une petite question relative rapide, justement au trafic aérien. Les trajectoires ont été changées pour Charles de Gaulle en 2013, et effectivement, ils n'ont même pas tenu compte qu'avant, ils ne survolaient pas les villages, maintenant, ils survolent les villages. Alors, c'est quand même un peu aberrant, d'autant qu'on a un député, Jean-Pierre Blasy, qui s'occupe soi-disant bien de ces problèmes et de la pollution, parce que vous avez parlé que du CO2, mais l'oxyde d'azote et compagnie, c'est... Bon, je sais très bien que vous avez intérêt à ce que le kérosène soit consommé au maximum, donc normalement, il devrait y avoir moins de CO2 qui dégage des moteurs, puisqu'il devrait y rester que du carbone, mais ceci étant, mettre ça sur les villages autour, alors que j'ai su par un contrôleur aérien, mais il n'a pas voulu me donner son nom, qu'on pourrait faire autrement. Alors j'aimerais quand même que quand on peut faire autrement, mais que ça coûte un tout petit peu de kérosène en plus, on tienne compte des populations. Merci. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à répondre à ça. Vous n'êtes pas forcément il y a 10 ans, j'aurais répondu responsable non plus. dans mes anciennes fonctions. Et aujourd'hui, non. Bon, et puis peut-être si on n'avait pas 4 minutes de retard, vous auriez pu... Vous n'avez rien de particulier à répondre à ça. Une autre question, oui. Ah. Oui. Patrick Hubert, je voulais juste rappeler que Bertrand Piccard est en ce moment au milieu de l'Atlantique avec un avion électrique. Un avion du groupe Airbus a traversé la Manche juste derrière un avion indépendant électrique aussi. Donc manifestement, il y a des choses qui bougent dans ce secteur. Est-ce que, sans jouer les professeurs Tournesol, vous pourriez nous donner un éclairage Ce qui est quand même un tout petit peu Monsieur Piccard, mais quand même, il est en train de boucler un tour du monde avec l'électricité. Uniquement en électrique. Donc est-ce qu'il y a des pistes, notamment pour les courts courriers peut-être, que les constructeurs pourraient amener rapidement? Vous avez un petit avion électrique de formation, oui, c'est pas du tout un gros courrier, il y a l'IFAN. Oui, non, ça ce sont, enfin là on est vraiment dans ce que les prospectivistes appellent les faits porteurs d'avenir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui donnera peut-être son plein développement dans quelques dizaines d'années. Parce qu'aujourd'hui c'est quand même des avions à 1 ou 2 places, c'est pas plus. Donc pour transporter le même trafic, il en faudrait beaucoup. Il faut bien que ça commence par quelque chose. Mais ce sont effectivement comme je disais tout à l'heure, l'optimisation des sources d'énergie, c'est un élément du problème. Et on peut imaginer non pas des avions complètement électriques pour transporter des centaines de passagers, mais des avions hybrides. Quand même du solaire. Un peu, bon, je dirais, je pense que nos chercheurs travaillent sur l'aspect hybride, c'est-à-dire l'utilisation la plus importante possible de l'électricité, pour autant que cette électricité soit d'origine propre. Mais voilà. Donc, c'est pas des gadgets, quoi. Ces recherches-là, c'est quelque chose qui va aider pour l'avenir, le long terme, à développer ces technologies pour les avions gros porteurs. On revient à notre point de départ. La solution existe aujourd'hui, c'est les carburants alternatifs. Donc, bien sûr, il faut continuer à investir dans d'autres technologies, les appareils de l'avenir, mais la solution pour réduire notre impact CO2 existe aujourd'hui. C'est des carburants alternatifs, et je pense que c'est là-dedans qu'il faut vraiment s'investir, c'est là-dedans où on peut vraiment changer les règles du jeu. J'ai eu juste une dernière question. Est-ce que vous prenez en compte dans les projections à moyen terme l'instauration de taxes carbone et l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie du secteur? Taxe carbone, non, notre 4e pilier, c'est les mesures économiques, et une mesure économique, pour nous, il faut que ce soit global, il faut que ce soit obligatoire, il faut que ce soit le même système pour chaque transporteur, dans chaque pays. Et si on voit une espèce de patchwork de mesures économiques nationales ou régionales, ça ne va pas... c'est comme un prix du carbone unique mondial. Quelque part, oui. Ouais. Mais à partir du moment où c'est le même système pour tout le monde, donc chaque pays, voilà ce qu'on cherche à l'industrie. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux, merci à vous tous pour votre intérêt pour le sujet, et je vous souhaite une bonne fin de forum.